Merci pour le rappel parce que je l'avais oublié. On pourra commencer. Ce que je vous propose, c'est qu'en 4 étapes, on puisse passer à l'action. Passer à l'action, ça se fera simplement en 4 étapes. La première étape qui consistera à faire quand même une sélection, un tri des titres qui offrent des rendements qui sont acceptables pour nous. Qu'est-ce qu'on appelle un rendement acceptable? Moi, par exemple, selon mon profil, j'accepte de gagner du 8% minimum ou du 5% minimum. Et c'est en fonction de ce minimum que j'accepte, moi, en tant qu'investisseur, je fais ma sélection et mon tri d'action ou de titres. On va dire de façon un peu plus sur notre région, les rendements aussi, les rendements minimums hein, des investisseurs aussi entre 7 à 10%, un peu plus parce que bon, on est dans une période de hausse des taux. Donc naturellement, ça va s'en ressentir sur les rendements demandés. La deuxième étape, une fois que j'ai sélectionné les titres qui m'intéressent au vu des rendements qu'ils offrent, je vais essayer d'analyser si ces rendements seront récurrents. Parce que l'historique ne veut pas dire que ça se produira dans le futur. C'est une présomption, mais il faut que je confirme cette présomption. Donc, il faut que je vois si l'historique, s'il y a la récurrence de ces rendements-là. Donc, je vais chercher à analyser la récurrence, par exemple, des dividendes qui sont distribués et quoi de mieux que de faire une analyse financière. Je tiens à préciser que en finance, on est toujours dans la prospective. La finance, c'est pour le futur. Certes, on lira des états historiques, mais le but, c'est toujours le futur. Il faut qu'on s'assure que dans le futur, les tendances sont respectées. Après la deuxième étape qui consiste à analyser la récurrence de ces rendements, la troisième vient à quel prix j'achète. Donc, c'est une évaluation. Et ça, j'ai mis le 3 et le 3 prix, dépendamment de mes compétences et de mes connaissances en finance. Si je suis un financier aguerri, je vais donner un exercice un peu plus complexe d'évaluation en bonne et due forme à travers différentes méthodes. Et si je suis beaucoup moins aguerri, j'utilise quand même un truc beaucoup plus simple que tout le monde peut faire, de regarder un peu les historiques sur une certaine période, les historiques de prix. Comment le prix a évolué sur une période, disons, voilà, d'une année, pour voir si je ne suis pas trop vers le maximum en ce moment. Est-ce que je suis plus vers le minimum du cours historique? Voilà. Donc, la méthode 3, c'est une méthode d'évaluation. La troisième partie, j'évalue à quel prix j'achète. Mais, dépendamment de mes compétences ou de mes connaissances en finance, je ferai un exercice d'évaluation et de valorisation en bonne et due forme à travers différentes méthodes, parce qu'il ne faut jamais faire seulement une. Il faut faire plusieurs pour essayer de se rapprocher de la réalité. Ce n'est pas un exercice exact. Il faut que je le précise. Parce que ça se base sur beaucoup d'hypothèses. L'exercice n'est pas exact. Donc, il faut faire plusieurs méthodes pour essayer d'avoir la bonne tranche pour réduire un peu les risques d'erreur. Et donc, comme je disais, la troisième étape, c'est une étape de valorisation. Et dépendamment des compétences de tout un chacun, on choisira la méthode qui sied le plus. Mais le plus simple, c'est de voir l'historique. Et finalement, la quatrième, c'est la plus simple. Si j'ai confirmé à partir de la sélection des titres que je veux, à partir des rendements qu'ils me proposent. 2, je sélectionne les titres qui restent, qui ont des rendements récurrents. Donc, je vais annuler tout ce qui est exceptionnel et qui ne peut pas dans le futur m'offrir ce rendement. 3, j'évalue à quel prix je paye. Et 4, je passe à l'action, je sélectionne ces titres-là et je fais mon investissement. Oui. Première étape, on sélectionne les rendements qui nous intéressent.
Et comme je dis, l'actionnaire, l'investisseur actionnaire, qu'est-ce qu'il recherche? Ben, il recherche du dividende. Il recherche d'avoir une meilleure rémunération sur l'investissement qu'il a fait. Donc, sélectionner les titres commence par regarder, mais quels sont les titres qui m'offrent le meilleur rendement? Et là, on fait un calcul simple qu'on appelle le dividend yield, qui est le dividende connu sur le cours de l'action. Et là, dépendamment, comme j'ai dit, des rendements qui m'intéressent, si je suis intéressé par des titres qui offrent des rendements de plus de 10%, naturellement, je vais faire le tri de tous les titres qui offrent ce rendement-là. Donc, on peut utiliser un tableur Excel. On met les derniers dividendes connus, on met le cours et on calcule dividende divisé par cours, comme en pourcentage, et on fait un tri. On sélectionne celle qui offre le meilleur rendement. Ça, tout le monde peut le faire, c'est plus simple. Mais ce n'est pas parce que l'entreprise a distribué un gros dividende qui donne un rendement super intéressant l'année dernière que cette entreprise, l'année qui vient, va le faire pareil. Donc là, il faut maintenant qu'on s'assure de la récurrence de ce dividende. Mais peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers au dividende, c'est quoi le dividende? Le dividende, c'est la part du résultat net ou la part des réserves que l'entreprise a qui est distribuée à l'actionnaire. Je vais faire un exemple simple. L'entreprise, après avoir payé toutes ses charges et tout, et même l'impôt, gagne 100. Prenons 100 milliards. Et les actionnaires décident, parce que c'est eux qui sont les propriétaires de l'entreprise, ils décident à l'Assemblée générale. Je vous rappelle encore que l'actionnaire a droit à participer à l'Assemblée générale. Ils votent le dividende. Les dirigeants proposent de verser 60% du résultat net des 100 milliards, donc ça fait 60 milliards. Et les actionnaires votent. Voilà ce que c'est que le dividende. Donc, il faut essayer de connaître l'entreprise et puis voir un peu l'historique de dividende. Mais ça, on viendra dans les autres parties pour voir la récurrence du dividende. Donc, une fois qu'on a fait la première étape, c'est une sélection des titres par le rendement au rang du dividende qu'elle offre. La seconde étape, elle consiste à voir si ce dividende-là sera récurrent. Mais pour le faire, on passe rapidement à une analyse financière. C'est quoi une analyse financière? On va aller simplement. Mais c'est un ensemble de méthodes, c'est un ensemble de démarches, d'outils qu'on utilise dans le but de juger de la situation financière d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises. C'est ça l'analyse financière. On veut juger la situation financière actuelle et on veut projeter la situation financière dans les années à venir. Donc, au préalable, pour mener cette analyse financière-là, on doit comprendre de façon stratégique où se situe l'entreprise. C'est quoi d'abord l'activité? Comment elle gagne de l'argent? C'est quoi son business model? Je prends un exemple tout banal. Voilà. Une société peut décider, pour avoir comme business model, de louer des chambres frigorifiques. Je vais prendre des exemples de PME pour que tout le monde puisse comprendre. Les chambres frigorifiques, elle va louer à des gens qui vendent du poisson ou à des pêcheurs. Voilà. Elles, son business, ce n'est pas tant la pêche. Elles, son business, c'est la location de l'espace. Donc, elles gagnent de l'argent en louant de l'espace. Je prends un autre exemple, peut-être que tout le monde connaît, un mall. Un mall, un monsieur, une entreprise construit un mall. Son business, c'est de la location. Il met quoi? Il met des magasins, des espaces, des mètres carrés à la disposition de ses clients. Donc, ce n'est pas tant la personne c'est pas tant la vente des articles, mais c'est la location, lui, son business model. Il gagne de l'argent par rapport à la... C'est ça le business. Comment l'entreprise gagne de l'argent? Comment elle génère? Comment elle fait? Donc, il faut comprendre ça. Donc, il faut comprendre l'activité rapidement. Et pour comprendre l'activité, pas besoin de faire Harvard ou Stanford. C'est simple. Tu regardes, tu dis, mais comment on gagne de l'argent? C'est quoi les loyers qui sont perçus? Par exemple, une société qui vend, une société industrielle, comment elle gagne de l'argent? Qu'est-ce qu'elle vend? Qu'est-ce qu'elle achète?
et puis voir les dynamiques qui sont dans les achats. Par exemple, s'il y a de la concurrence qui rentre, on sait que quand la concurrence devient acharnée, on a tendance peut-être à baisser les prix pour pouvoir faire face à la concurrence. On réduit un peu les prix, comment les marges se feront, et s'il y a de l'inflation, etc., etc. Donc, on comprend la dynamique dans laquelle évolue l'entreprise. On comprend sa position commerciale. Est-ce que c'est un leader? Est-ce que c'est un suiveur? Parce que le leader a généralement un peu plus de mou que les autres. Donc, il faut comprendre sa position. Est-ce qu'il est plus fort que dans son environnement que ses clients? Est-ce que les clients peuvent lui imposer les prix? Est-ce qu'il peut imposer ses prix aux clients, etc. Je vous donne un exemple. Une société en situation de monopole, elle impose facilement ses hausses de prix aux clients. Plus facilement, je veux dire. Il n'y a pas de concurrence. Donc, elle aura du pouvoir à imposer un peu plus ses prix. Donc, en cas d'inflation, par exemple, comme dans cette période, elle aura tendance à augmenter ses prix. Et de toute façon, le client n'aura pas le choix. Il est seul, donc il va accepter, etc., etc. Donc, il faut voir un peu dans quelle dynamique évolue l'entreprise. Et pour cela, je dis, on n'a pas besoin d'avoir fait des études en finance pour comprendre la dynamique dans laquelle évolue une entreprise. Il faut de la logique, il faut du bon sens. Comment évolue l'entreprise? C'est quoi cette entreprise? C'est quoi son business model? Comment elle gagne de l'argent? Est-ce qu'elle aura des pouvoirs de négociation sur ses clients, etc., etc. Parce qu'une entreprise qui n'a pas de pouvoir de négociation, une fois qu'il y a de l'inflation, comme dans cette période, et il y a beaucoup de concurrence, elle ne peut pas augmenter ses prix à la hausse, elle subit la hausse de ses charges, fatalement, elle réduit son résultat, fatalement, elle va réduire le potentiel de distribution de dividendes, et fatalement, on gagnera moins. Donc, c'est beaucoup de logique et je dirais même très peu de calcul savant. C'est beaucoup de logique. Maintenant, pour regarder comment ça évolue dans le temps, on utilise des techniques de base. Hein. C'est la décomposition des postes. On va regarder le chiffre d'affaires, on va regarder comment, s'il y a l'information, comment ils vendent dans tel pays, dans tel espace, etc., etc. Parce qu'il y a des sociétés qui interviennent sur différents pays. Pourquoi c'est important de regarder? Je suis une société qui fait mon business avec le Mali. Bon, c'est un exemple, hein, c'est pas, j'ai rien contre le Mali. Et on ferme les frontières, par exemple. Donc, je serai affecté. C'est un exemple, hein, c'est un exemple théorique. C'est pas. Donc, il faut savoir plus ou moins où il génère le plus gros de son business et par quelle activité. S'il a plusieurs activités, quelle est l'activité qui lui génère le plus gros du business pour savoir si dans cette activité, dans cet environnement, il est impacté, quelles seraient les conséquences et les incidents sur le business. C'est surtout ça. Savoir où il génère le plus de chiffres. Je suis une entreprise, par exemple, je sais pas, de télécommunications. Aujourd'hui, je génère du chiffre sur la voix, sur les appels. Mais je suis en train de voir que chaque année, mon chiffre d'affaires, mes revenus sur la voix ne vont que baisser. Parce que, il y a des applications comme WhatsApp, il y a des applications comme, je ne sais pas, pour ne pas faire de publicité, où les gens, ils appellent gratuitement. Donc, ils ont tendance à ne plus utiliser les appels payants. Donc, fatalement, mes revenus de voix ne font que baisser. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour pouvoir continuer à croître? Voilà, j'ajoute peut-être des services à valeur ajoutée et il y a la data. La data, et vous regardez mes revenus de data, ils ne font que croître. Tout le monde maintenant achète le pass rapidement pour pouvoir partir sur Facebook, s'amuser, avoir WhatsApp pour communiquer. Donc, j'ai des relais de croissance sur la data. Et je regarde un peu, c'est quoi la dynamique. Avant, j'étais peut-être 60% ou 80% revenus de voix. Et je vois que d'année en année, mais c'est le revenu data qui est en train de croître. Avant, il était de 10% des revenus, après 20%, etc. Et je regarde un peu les marges que je fais sur ces activités-là. Donc, je décompose en zones, par produit, par activité, pour comprendre. Et je fais des comparaisons soit d'année en année, mais soit d'entreprise en entreprise. Je regarde un peu comment le leader se comporte dans un secteur, je regarde le suiveur, comment il se comporte, et je regarde peut-être l'entreprise que je suis en train que j'avais sélectionnée au préalable, comment elle se comporte.
par rapport au leader. Donc, la première des choses dans cette démarche-là, c'est d'analyser vraiment le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est l'ensemble des ventes. Comment ça se comporte? Mais il y a 3 facteurs qui expliquent comment un chiffre d'affaires évolue. Le premier facteur, c'est le volume. Je suis une entreprise, je vends des bonbons. La première année, j'ai vendu 10 bonbons à 5 francs, donc j'ai gagné 50. La deuxième année, si je vends 20 bonbons, même à 5 francs, je gagnerai plus, je gagne 100. Donc, c'est les volumes. Et où je peux avoir l'information, mais quand les entreprises publient, parce qu'elles publient chaque trimestre, je vous ai dit, vous avez le devoir en tant qu'actionnaire de suivre vos portefeuilles. Donc, les sociétés que vous suivez, que vous analysez, vous devez les suivre. Et donc, je veux voir comment son chiffre d'affaires augmente. Il baisse, il augmente, etc. Et moi, je cherche à comprendre pourquoi ça a augmenté. Est-ce que c'est juste un effet prix? Je vends peut-être même moins de quantité, mais comme il y a eu l'inflation, les prix ont augmenté, bon, je suis sauvé. On a augmenté, par exemple, le coût, le prix du gasoil et du pétrole. Je vends la même quantité, mais comme le prix a augmenté, mon chiffre d'affaires augmente de facto. Et là, on comprend la dynamique d'augmentation, on sait que c'est un effet prix. Et là, on va chercher à savoir si cet effet prix et cette dynamique-là continuera. Et donc, le deuxième, après le volume, c'est le prix, mais il y a le troisième, c'est le périmètre. Avant, j'avais un périmètre de 2 entreprises. Maintenant, j'ai un périmètre de 3. Donc, peut-être que mes 2 entreprises d'avant n'ont même pas progressé, mais le fait que j'y ajoute une troisième permet d'augmenter mon chiffre d'affaires. Le périmètre, on peut le voir aussi de façon géographique. Avant, je vendais uniquement en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Maintenant, je vends en Côte d'Ivoire, au Cameroun et peut-être en Afrique du Sud. Donc, les revenus qui me génèrent l'Afrique du Sud en plus, toutes choses égales par ailleurs, permettent d'augmenter mon chiffre d'affaires. Donc, ce sont ces 3 choses qui permettent d'expliquer pourquoi le chiffre d'affaires augmente. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 1000. Il faut comprendre. Ça peut être une combinaison des 3. Ça peut être juste un qui est beaucoup plus prédominant. Mais il faut comprendre ce qui est prédominant. Et donc, il est nécessaire aussi de regarder dans la perspective comment ça évolue à travers le temps et de voir qu'est-ce qui permet d'évoluer et de comprendre les dynamiques qui sont à l'intérieur. Pour des entreprises industrielles qui sont dans l'industrie, il y a un facteur qu'on regarde aussi, c'est la production. Pour voir comment la production augmente à travers le temps. La production dont j'ai mis la formule ici, c'est très scientifique. Vous n'avez pas besoin de calculer. En général, c'est publié. Quand vous prenez les états financiers, vous voyez directement la production. Pas besoin de calculer. Et vous voyez comment ça augmente. Et il faut regarder en pourcentage du chiffre d'affaires, c'est quoi la production. 2 fois, c'est 100%, 2 fois, c'est 101, 102, comment ça évolue, etc., etc. Mais dans la production, il faut toujours la mettre en évidence avec un des postes qui est pris au bilan, c'est les stocks. Il faut regarder les stocks. Parce que je peux produire beaucoup, mais si je ne vends pas, mes stocks augmentent. Et quand mes stocks augmentent, en réalité, ce sont mes coûts qui augmentent. En réalité, c'est de l'argent immobilisé. Je vous prends un exemple simple. Tout le monde comprendra. Nos mamans commerçantes, pour la plupart, voilà. Si elles prennent tout leur argent pour acheter, par exemple, des pagnes, elles font des stocks, mais n'ont plus beaucoup de liquidités pour faire face aux autres charges. Donc, le stock est important. Et si vous remarquez bien nos mamans, quand le stock est trop important, elles commencent à réduire les prix pour pouvoir écouler le stock, avoir un peu plus d'argent. Parce que c'est l'argent qui roule le business. Donc, c'est un peu ça. À chaque fois, il faudra bien comprendre ces dynamiques. Mais une fois qu'on a vu la dynamique du chiffre d'affaires, la dynamique des ventes, la dynamique de production de l'entreprise, il nous revient de voir un peu la profitabilité. Parce que si je vends 100, mais que pour vendre 100, j'achète pour 110, mais je perds 10. En réalité, personne n'est fou pour vendre moins que ce qu'il achète. Donc, il faut regarder la profitabilité, il faut regarder les marges brutes. Les marges brutes, vous pouvez voir, il y aura la marge commerciale qui vont vous mettre dans le bilan, vous regardez. Et des fois, ils ne la mettent pas, surtout quand c'est du trimestriel et autres. Vous verrez seulement que la marge
d'EBE, d'excédent brut d'exploitation. Ce sont des soldes qui sont affichés. Pas besoin de faire, comme je dis encore, des études poussées pour pouvoir voir un EBE, c'est écrit excédent brut d'exploitation. Deux fois, ils le mettent en anglais. EBITDA, ça veut dire Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Bon, c'est la même chose. Hein. Il ne faut pas se laisser flouer. Et donc, il faut les regarder en pourcentage du chiffre d'affaires pour voir un peu comment les marges évoluent. Et vous verrez que, surtout dans cette période-là, si vous regardez les sociétés du secteur industriel, toutes les industries, vous verrez que les marges ne font que se réduire en pourcentage du chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'elles ont des coûts de production qui deviennent de plus en plus importants face, un, à tout ce que vous savez, l'inflation, donc tous les prix augmentent, les coûts de production, naturellement, augmentent. Deux, même pour pouvoir importer certaines marchandises avec tout ce qu'il y a eu avec la COVID et tout le chamboulement dans les chaînes de valeur et voilà, dans les chaînes d'approvisionnement, ça augmente les coûts. Donc, elles ont tendance à avoir leurs coûts augmenter, donc les marges se réduire. Voilà. Donc, il faut regarder la dynamique de ces marges parce que c'est important de savoir, on vend, à la fin de la journée, est-ce que ton résultat sera plus gros? Est-ce qu'avant, je vendais 10 parce que j'avais acheté mes produits à 5, donc je gagnais 5. Mais si je vends 10 encore 10 francs et que j'achète mes produits à 8, je gagne 2. Donc, il faut voir un peu comment ça évolue dans le temps et voir la tendance et de comprendre si cette tendance va vers une tendance négative ou si on va plus vers une tendance positive pour pouvoir essayer de prévoir l'avenir. L'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, est-ce que la tendance augmente? Est-ce que les charges augmentent plus vite que le chiffre d'affaires, que les ventes? Et si chaque année, les charges augmentent plus vite que les ventes, à un certain moment, si rien n'est fait, mais ce sont des pertes. Donc, quand on analyse le passé, on essaie de prévoir l'avenir. Et dans la prévision de l'avenir, on prend toutes les informations qu'on a dans la dynamique économique pour savoir, ah ouais, aujourd'hui, on sait qu'il y a l'inflation. Donc, de façon, j'aurais dit même de façon, sans pouvoir faire des analyses complexes, on sait tout de suite que les entreprises industrielles auront des problèmes parce que les coûts de production ne font qu'augmenter. Et si ce ne sont pas des leaders, et s'ils n'ont pas de produits qui ne peuvent être substitués, naturellement, elles vont perdre parce que bon, vous ne pouvez pas augmenter vos prix aussi ad vitam aeternam. Il y a les concurrents qui sont là. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas augmenter. Vous êtes obligé de subir un peu les conséquences de la conjoncture. Donc, c'est l'analyse de la profitabilité et principalement la profitabilité opérationnelle. Pourquoi la profitabilité opérationnelle? C'est celle qui est générée par l'activité d'abord, sans structure de financement, parce qu'une entreprise qui se finance par dette aura forcément des charges financières qui augmentent beaucoup plus qu'une entreprise qui se finance, par exemple, par capitaux propres uniquement, par fonds propres, qui utilise son propre argent. Voilà. Donc, opérationnellement, vous pouvez être bien comparable parce que les entreprises ont des stratégies de financement qui sont différentes. On reste vraiment sur de l'opérationnel, on comprend, c'est là que l'activité, la vraie activité est générée. Et on comprend comment elle se génère. Et on essaie de voir comment l'entreprise évolue. Et donc, comme je disais, la position stratégique de l'entreprise qu'on a vue en amont dans l'analyse te permet de pouvoir savoir si l'entreprise pourra tenir, elle pourra augmenter ses prix, elle pourra faire face à la hausse des prix. Par exemple, je prends des entreprises, c'est tout bête, hein, mais on est dans le transport aérien, il y a tellement de concurrence qu'il est difficile pour eux d'augmenter les prix. Quand le prix du kérosène augmente, il y a trop de concurrence, c'est difficile pour eux. Ils subissent ces prix. D'abord que c'est dans des entreprises qui ont beaucoup de coûts fixes. Et là encore, je vais venir sur une notion qui est importante, la structure des coûts. Quand on a beaucoup de coûts fixes, je prends une cimenterie par exemple, on a une usine, on a beaucoup de coûts fixes, on a des charges qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain, on a peut-être 1000 employés qu'il faut payer et tout. Donc les coûts sont fixes. Et quand on ne peut pas agir sur ces coûts et qu'on ne vend pas beaucoup, naturellement, on perd.
parce que dans ces entreprises qui ont des coûts fixes élevés, elles doivent avoir des ventes qui leur permettent de couvrir ces coûts fixes-là. Et c'est ça, cette notion de couverture qu'on appelle point mort. En combien je dois vendre pour pouvoir couvrir l'ensemble de mes charges fixes. Et après, pour pouvoir couvrir l'ensemble de mes charges. Donc, c'est ce point-là qu'on cherche aussi à déterminer. Donc, toute chose égale par ailleurs, une entreprise qui a des coûts fixes énormes est beaucoup plus vulnérable qu'une entreprise qui a des coûts beaucoup plus variables. Je donne un exemple simple. Je vais vous montrer et vous comprendrez. Moi, je vends des bonbons. J'achète 5 bonbons, je vends les 5. J'ai ma petite tablette, ma petite table que je mets devant la porte, donc je ne paye pas de loyer. Je n'ai pas de coût fixe vraiment. Mon coût, c'est vraiment d'acheter ma bonbon et de les vendre. Si j'achète des bonbons de 5 à 5 francs, que je vends à 10 francs, je gagne 5 francs. Si j'achète des bonbons de 15 que je vends 10 à 10, je gagne 5 francs. Vous voyez, mes coûts peuvent, en fonction de mes ventes, je peux beaucoup plus moduler mes achats. Donc, et avoir tendance à mieux gérer mes marges. C'est un exemple simple pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, je regarde aussi la nature des coûts de l'entreprise. Quand elle a des coûts fixes importants, il faut qu'elle ait vraiment des ventes qui sont importantes, qui lui permettent de couvrir. Et donc, je regarde aussi la dynamique. En parenthèse, Marc, n'hésite pas à faire entrer les personnes qui sont encore en salle d'attente, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ben, après avoir analysé la dynamique des ventes à travers le chiffre d'affaires, après avoir analysé la dynamique de la profitabilité à travers mes marges, j'analyse pour l'entreprise, je veux comprendre comment elle investit. Pourquoi? Une entreprise qui n'investit pas, je vais vous prendre un exemple simple et vous comprendrez pourquoi. J'achète une voiture, je fais du taxi. J'achète une voiture, par exemple, de seconde main. J'aurais tendance à avoir des charges d'entretien qui s'accroissent. Si très souvent, je ne fais pas de la maintenance, je n'achète pas des nouvelles pièces pour changer les pièces défaillantes, mais ma voiture sera tout le temps au garage, je vais perdre de l'argent parce que je dois payer les frais d'entretien, etc., qui deviennent de plus en plus lourds. Les charges d'entretien qui deviennent de plus en plus lourdes, ça me réduit naturellement mes marges. Donc, une entreprise qui n'investit pas, surtout dans l'industrie, par exemple, je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'entreprises industrielles quand même qui sont cotées, qui n'a pas une grande politique d'investissement, on aura tendance à voir que, un, son outil sera obsolète. Deux, la performance de l'outil sera moindre. Si avant l'outil produisait, je ne sais pas, 10 bonbons, avec le temps, l'outil ne peut que produire 2, 3, 4 maximum parce qu'à travers l'outil n'est plus performant. Il perd en puissance. Non seulement il produit moins, pire, il engendre des charges beaucoup plus importantes. Donc, je ne fais que réduire mes marges et perdre du résultat net et donc du potentiel dividende qui s'en va. Donc, il faut que je comprenne, ah ben oui, est-ce que mon entreprise investit? Et pour savoir si mon entreprise investit, il y a des petits calculs qu'on fait à travers un ratio pour voir, par exemple, les immobilisations nettes sur les immobilisations brutes. Vous regardez le bilan, c'est écrit. Vous n'avez pas besoin de faire voilà, des choses trop compliquées. Vous voyez dans le bilan, c'est inscrit. Et voir comment cette dynamique-là se passe. Et je compare quand même aux autres entreprises du secteur pour savoir si c'est bon. Je regarde dans le compte de résultat la partie dotation aux amortissements. Est-ce que les dotations aux amortissements sont semblables à l'investissement qui se trouve dans le tableau de flux de trésorerie, la partie investissement, flux d'investissement en net, ou ils appellent ça en anglais CAPEX, Capital Expenditure, c'est la même chose. Et je compare un peu à mes dotations. Est-ce que j'investis plus que je n'amortis, etc., etc., pour voir un peu dans ma dynamique d'investissement. Parce que comprendre la dynamique d'investissement me permet à terme de comprendre comment les marges se feront. Une entreprise qui a tendance à investir dans son outil de production aura tendance à avoir de meilleures marges parce que l'outil est performant, il te donne des meilleures performances et ça te réduit toutes les charges d'entretien et tout.
Et ce qui est bien, comme vous le remarquez, plus on avance dans le temps, les outils qui sont créés, les machines et tout, consomment de moins en moins en énergie, voilà, en fatigue, etc., etc. Donc, ça peut te permettre de réduire même ton personnel parce que ton outil il est très performant. Tu n'as pas besoin de 10 personnes pour faire parce que l'outil il est performant. Donc, ça te réduit tes charges de personnel. Ça peut te réduire, ça te réduit tes charges d'énergie parce que pour les industries, c'est une grosse charge. D'abord, ils ne sont même pas facturés comme nous au même tarif. Donc, c'est une grosse charge. Et donc, l'outil est performant, il optimise tes charges d'énergie. Tu peux optimiser tes charges de personnel. Tu peux même optimiser tes charges d'entretien parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entretien à faire. Et il te produit beaucoup plus, qui te permet de vendre plus, etc. etc. Donc, cette dynamique d'investissement, elle est importante à regarder. L'autre point dans l'investissement, il y a des entreprises qui investissent dans les stocks. Moi, je vends, je ne sais pas, des marchandises, il faut que j'ai mes stocks là. Mais il faut bien comprendre la dynamique des stocks. Est-ce que l'entreprise a tendance à avoir des stocks qui deviennent trop importants? C'est-à-dire qu'en réalité, il faut voir ses ventes, ses stocks, sa production et comprendre la dynamique des stocks. Donc, pour cela, il y a des petits ratios qu'on fait, par exemple, sur le BFR, où on calcule le BFR. Par contre, il faut le calculer. Il faut le calculer parce qu'on ne le donne pas. Mais pour le calculer, c'est simple. On prend la ligne actif circulant qui est dans le bilan, moins la ligne passif circulant qui est dans le bilan également, et ça vous donne le BFR. Ce BFR-là, on le met sur le chiffre d'affaires et on peut le laisser en pourcentage ou ce qu'on préfère faire, c'est des rotations en jours. On multiplie par 365 jours de l'année. Et on voit plus ou moins l'argent qui est bloqué sur une période. Ça peut être de 30 jours, ça peut être 60 jours. On voit que c'est de 60 jours d'argent qui est de cash qui est bloqué au fait. Et on comprend un peu la dynamique. Et on regarde comment ça évolue dans le temps. Parce que quand le BFR augmente plus, il augmente, comme je vous ai dit, s'il augmente en proportion du chiffre d'affaires beaucoup plus, c'est que vous avez de l'argent qui est immobilisé, qui augmente beaucoup plus. Or que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Pourquoi? Parce que si l'entreprise n'a pas beaucoup de cash, mais comment elle va distribuer les dividendes? Elle va devoir s'endetter. Et s'endetter augmente les charges fixes parce que tu as les charges d'intérêt qui viennent. Et donc, ça va réduire tes marges après. Donc, il faut comprendre la dynamique. Le BFR, c'est de l'argent qui est immobilisé. Donc, c'est une immobilisation. Et donc, quand il est trop gros en pourcentage du chiffre d'affaires, comment savoir s'il est trop gros? Mais on le compare avec un peu les entreprises du secteur. On voit que dans le secteur, il y a ce qu'on appelle de façon normative, on voit plus ou moins dans le secteur, les gens dans tel secteur, ils ont un BFR qui tourne autour de 30. Dans d'autres secteurs, ils n'ont même pas de BFR dans les télécoms, par exemple, ils ont généralement, parce que c'est le prépayé chez nous qui est roi, les gens payent avant de consommer, payent les recharges, payent de crédit. Donc, ils ont beaucoup plus de cash. Ils ont un des BFR qui est négatif. C'est-à-dire qu'ils ont plus de cash même. Voilà, ils n'ont pas de cash immobilisé, ils ont un excédent de cash qui est là. Et ces sociétés-là ont beaucoup de cash. Donc, analyser ce BFR-là. Donc, mais il faut faire aussi attention dans ces analyses à la saisonnalité parce que dépendamment des activités, il y a des activités qui sont saisonnières et d'autres non. Je suis dans une entreprise, je vais prendre un truc beaucoup plus simple pour… Voilà, on est dans le cacao, par exemple. On sait qu'il y a une période. Et donc, si on regarde les chiffres d'une société qui serait dans le cacao, on va voir que pendant la période de la campagne, là, on a les stocks qui augmentent, on a une dynamique différente que pendant la période où il n'y a pas de campagne, où les stocks sont plus petits et tout. Et surtout dans les entreprises internationales, ils ont tendance à publier les chiffres. Si vous remarquez, il y a des entreprises qui ne publient pas leurs chiffres au 31 décembre. Donc, on ne voit pas ça trop sur nos marchés parce que sur nos marchés, tout le monde fait au 31 décembre. Mais dans les marchés développés, on voit des entreprises qui publient au 30 septembre, par exemple. Les gens se demandent, mais pourquoi c'est au 30 septembre? Non, ils font exprès. C'est le moment où ils affichent le meilleur BFR qu'ils publient. Et donc, les gens qui sont dans le secteur, ils connaissent un peu les tendances, ils savent que
au 30 septembre, ils vont afficher le BFR le plus faible et donc ils publient les résultats annuels au 30 septembre. Ça, c'est pour flouer un peu les gens, mais il faut regarder chaque trimestre, comme je dis encore, avec la publication de chaque trimestre, si vous avez l'information, pour pouvoir savoir un peu la dynamique dans laquelle évolue l'entreprise et comprendre. Et il y a un truc que j'aime calculer qui est très intéressant, c'est la rotation de l'actif économique. Bon, c'est quoi l'actif économique? L'actif économique, ce sont mes immobilisations et mon BFR. En fait, c'est ça qui me permet de générer l'activité. C'est ça l'actif économique vraiment. C'est ce qui me permet de générer de l'argent. Et donc, j'aimerais voir un peu à travers cette immobilisation, cet actif économique, combien de chiffre d'affaires je fais et comment ça avance dans le temps. Donc, je fais le chiffre d'affaires sur cet actif économique et je vois comment ça avance dans le temps. Il y a certaines entreprises qui ont en moyenne un actif économique de deux fois, c'est-à-dire à chaque fois que vous verrez qu'elles investissent, par exemple, 100 et que l'actif économique augmente de 100, ben, le chiffre d'affaires augmentera de x2. Ou voilà, x2 fois 100, donc ça fait 200. Et on regarde un peu pour pouvoir me permettre de projeter dans le futur un peu les dynamiques de comment seront les états financiers dans le futur. Parce que, comme je dis encore, la finance, c'est de la prospective, la comptabilité, c'est de l'historique. Voilà ce qui fait la différence entre la comptabilité et la finance. On travaille avec les mêmes documents, mais un regarde par le passé et l'autre regarde le futur. Je n'investis pas pour les résultats passés. J'investis pour gagner de l'argent dans le futur. J'utilise le passé et je projette le futur à travers les tendances, à travers les dynamiques, à travers ce que j'ai compris de la stratégie et du positionnement de l'entreprise dans son environnement. C'est un peu ça. Après avoir compris la politique d'investissement, et puis je reviens rapidement sur la politique d'investissement parce que c'est important. On voit que certaines entreprises sont dans une politique d'investissement qui investissent beaucoup pendant une certaine période. En général, il sera, en général, encore une fois, de manière générale, mais ce n'est pas forcément systématique, mais en général, une entreprise qui est dans une politique d'investissement a tendance à réduire ses dividendes. Pourquoi? Parce qu'elle utilise le cash pour générer de l'activité, pour pouvoir produire de meilleures marges et des meilleurs dividendes futurs. Mais dans les années d'investissement qui ont démarré, elle a tendance à réduire un peu son niveau de dividendes. On a connu une grosse société de télécommunications sur notre marché qui était passée de 1500 à 1225 de dividendes. Les gens n'ont pas compris pourquoi. Mais ceux qui avaient analysé l'entreprise et sa politique d'investissement ont compris pourquoi le dividende avait baissé. Parce que l'entreprise devait investir beaucoup et préférait garder une partie de son cash pour pouvoir mettre dans l'outil de production, pour pouvoir mettre dans ses réseaux, pour accroître au futur non seulement ses ventes, améliorer ses marges et pour pouvoir dans le futur donner des dividendes meilleurs. Voilà. Après, on regarde un peu comment l'entreprise se finance. Elle a des investissements, elle a une politique d'investissement, mais comment elle finance cette politique d'investissement? Parce que, dépendamment de la façon dont elle finance sa politique d'investissement, elle peut accroître ses risques en augmentant naturellement ses coûts fixes à travers la charge d'intérêt qu'elle doit payer à la banque, ou elle ne va pas accroître ses charges d'intérêt. Et elle utilise non seulement son argent, son autofinancement qu'elle gagne, investir, ou elle appelle ses actionnaires, monsieur tel, madame Coco, donnez-moi, je fais une augmentation de capital. Donc, des fois, on voit des opérations sur les places boursières, des entreprises qui sont déjà en bourse qui te disent, voilà, les actionnaires, j'ai prévu faire tel investissement, j'ai besoin de 100 milliards pour faire ces investissements et on t'explique qu'est-ce qu'on va investir dans tel outil, patati patata. Mais je ne veux pas prendre de dette parce que, bon, si je prends trop de dette, j'augmente mes coûts fixes, ça sera compliqué, etc., etc. Ils expliquent dans une note d'information qu'il faut lire. Et on comprend la dynamique, c'est bien expliqué en général. Et voilà. Donc, on appelle les actionnaires dans ce cas-là, pour ne pas avoir trop de dettes et ne pas augmenter les coûts fixes. Mais les actionnaires, ils ne sont pas fous. Hein.
Quand l'actionnaire il met son argent, c'est parce qu'il doit gagner plus. Il fait tout l'exercice qu'on est en train de faire en ce moment pour voir dans la perspective combien il va gagner. Est-ce qu'il gagnera le rendement qu'il espère, sinon plus? Donc, il y a cette dynamique de financement pour comprendre un peu comment l'entreprise se finance. Une entreprise qui se finance trop par dette, qui commence à avoir des dettes lourdes, c'est quoi une entreprise qui a des dettes lourdes? C'est une entreprise qui, on regarde par exemple, il y a quelques ratios qu'on regarde sur sa dette un peu, la dette nette, la dette qu'il a moins ce qu'il a en cash. On regarde un peu si cette dette nette l'a fait, on le dit bon an, mal an, si ça fait 3 fois le BE, au-delà de 3 fois, ça commence à être problématique. Mais bon, c'est des ratios à prendre avec des pincettes parce que ça dépend du secteur, etc. etc. Je vais donner un exemple. On est dans de l'infrastructure, on est dans un port et tout, on accepte deux fois que les dettes soient 2 fois, 9 fois le BE parce qu'on comprend qu'ils prennent des dettes d'infrastructure, des dettes très longues. Ils peuvent prendre des dettes concessionnelles à des maturités de 30 ans, voilà, etc., etc. Donc, il faut bien comprendre cette dynamique-là. Mais on a dit de façon plus générale, pour des entreprises de façon plus standard, on se dit au-delà de 3 fois le BE, les dettes nettes, la dette commence à devenir lourde parce que, voilà, elle ne pourra peut-être pas rembourser facilement. Donc, c'est ces ratios-là, on regarde. Il y a un ratio qui est beaucoup plus technique qu'on voit, le ratio de couverture du service de la dette. On voit un peu les flux de trésorerie disponibles là, pour calculer sur le service de la dette, mais bon, ça, on rentre dans du truc trop savant et ce n'est pas le but. Donc, on peut rester encore, pour voir plus ou moins si les dettes voilà, ne deviennent pas trop grosses d'année en année, comparées par exemple à la taille du bilan, et puis on regarde l'incidence que ça fait sur les charges financières. Est-ce que notre résultat d'exploitation couvre naturellement ces charges financières-là? L'idéal, c'est qu'il couvre au moins 3 fois les charges financières. C'est l'idéal. Voilà. Donc, c'est des choses plus simples que je donne pour ne pas rentrer dans du trop savant. Et ça nous permet de voir très rapidement voilà, est-ce qu'on peut couvrir les dettes. Il y a un autre qu'on regarde, le risque d'illiquidité ou de manque de liquidité. On dit l'orthodoxie financière nous dit il faut que les ressources longues, comment vous retrouvez les ressources longues, on met dans le bilan ressources stables. Voilà. Ce sont les ressources longues. Il faut qu'elles puissent financer les immobilisations. Il faut que les ressources stables soient supérieures aux immobilisations. C'est ce qu'on appelle le fonds de roulement, pour dégager un fonds de roulement positif qui permet de faire face au cycle d'exploitation, au stock, au BFR, à dire, pour financer le BFR. Pour être plus complet. Donc, une entreprise qui a un fonds de roulement qui est négatif tire un peu un risque d'illiquidité. Et donc, quand elle n'aura plus de l'argent et tire des risques de liquidité, mais ce n'est pas bon parce que ça peut entraîner cette entreprise vers la faillite. Une entreprise qui n'a pas de cash peut partir vers la faillite. Elle ne pourra pas rembourser, par exemple, ses fournisseurs à temps, qui peuvent lui lancer des procès jusqu'à la liquidation de l'actif. Je vais dans l'extrême, hein, naturellement. Une entreprise. Donc, on regarde un peu ça, comment évolue aussi dans le besoin en fonds de roulement les dettes fournisseurs. Il faut regarder si les dettes fournisseurs commencent à devenir exagérées avec des rotations, parce que sur le chiffre d'affaires, pour faire plus simple, fournisseurs, si le chiffre d'affaires devient d'année en année énorme, 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 on voit qu'il y a un risque. L'entreprise peut-être ne paye pas ses fournisseurs. Et une entreprise qui ne paye pas ses fournisseurs, non seulement les fournisseurs ne vont même plus lui donner de la marchandise, ne vont plus lui donner de la matière première, donc elle sera à court de marchandises, de matière première. Les ventes vont naturellement baisser, les résultats vont baisser, et rien ne, si je pousse à l'extrême, ne pousse l'entreprise à subir des procès et jusqu'à la vente de ses actifs. Parce qu'une entreprise qui doit trop augmente son risque de solvabilité. Et donc, à un certain moment, quand les dettes sont supérieures, quand les dettes sont trop importantes, il n'a pas de marge de mou pour faire face. Mais qu'est-ce que les créanciers font? Mais ils lancent des procédures et puis voilà, on vend l'actif. Et en général, quand on n'a pas d'argent, l'actif même n'est pas forcément de qualité. Ça peut être des outils qui sont devenus moins performants parce que bon, on n'a pas l'argent pour investir, etc., etc.
Donc, il faut regarder cette dynamique de liquidité, il faut regarder cette dynamique de solvabilité dans l'entreprise qui permet de dire, oui, bon, l'entreprise est viable encore, voilà, elle est liquide, elle a de l'argent, elle a de la liquidité pour faire face au financement de son exploitation, au financement de ses activités. Elle est solvable, elle ne va pas tomber demain parce qu'elle n'a pas des dettes qui sont énormes comparées naturellement à ses capitaux propres, elle gagne de l'argent, etc. Donc, toute cette dynamique-là, on regarde aussi simplement que ça. Et donc, on a commencé par voir, un, comment le chiffre d'affaires il a augmenté, deux, comment les marges et la profitabilité étaient faites, trois, est-ce que l'entreprise investit ou elle n'investit pas et comment elle finance cet investissement. Ça nous permet d'avoir une vue sur l'entreprise en tant que telle et de pouvoir se dire l'année prochaine, peut-être elle va distribuer le dividende ou pas. Et là, on va analyser sa politique de cash return, sa politique de dividende, de distribution du dividende. Donc, on regarde comment historiquement les dirigeants et les actionnaires ont distribué le dividende. Il y a un ratio qu'on aime bien regarder qu'on appelle le payout, c'est le dividende sur le résultat net. Par exemple, comme je vous ai dit, l'entreprise qui gagne 100 de résultat net, elle a distribué 60. On sait que c'est 60%. Et on regarde à travers le temps, on voit que lui-même chaque année, cette entreprise, elle distribue environ 60% de son résultat net. Donc, une fois que j'ai pu projeter mon futur résultat net, je fais 60%, je sais plus ou moins le dividende qu'il va distribuer. Où il y a des entreprises, chaque année, on voit comment la distribution augmente. Elle augmente son dividende, par exemple, de 2%, de 3%, ou de 4%, ou de 5% chaque année. Donc, on regarde comment, historiquement, c'était quoi la politique de dividende pour essayer de prévoir le dividende futur. Notre but, comme je vous ai dit toujours, c'est de prévoir le dividende futur. Et c'est ce qu'on fait, on essaie de voir. Et il y a des entreprises qui font un dividende exceptionnel une année. Un gros dividende, mais ils le disent, hein, que c'était exceptionnel. On a vendu notre usine, on a vendu, je ne sais pas, notre siège, on a gagné beaucoup d'argent. Bon, comme l'argent appartient aux actionnaires, c'est vous qui avez investi. Voilà, on vous retourne de façon exceptionnelle, mais on sait que l'année prochaine, ils ne vont pas vendre encore le siège. Ils n'ont pas d'autres sièges à vendre encore pour l'année prochaine. Donc, on sait que c'est exceptionnel. On ne va pas utiliser ce dividende qu'on a vu qui était exceptionnel pour pouvoir projeter, pour dire, ah ouais, comme ils avaient eu un dividende yield de, je ne sais pas, de 80, j'exagère, hein, je pousse un peu à l'extrême, l'année prochaine, ils auront 80% de dividende yield. C'est même pas réaliste, parce qu'on sait que le dividende vient du fait qu'ils ont vendu le siège. Donc, il faut comprendre cette dynamique de dividende-là et éliminer bien sûr toutes celles qui ont des entreprises, par exemple les entreprises où on sait que la dynamique financière, la situation financière n'est pas bonne dans le futur. Donc, elles vont distribuer moins de dividendes. On les élimine de notre tri, de notre première sélection. Les entreprises, on sait que le dividende était exceptionnel. Donc, naturellement, ça ne va pas continuer. Elle a vendu un siège, voilà. On sait que ça ne va pas continuer. Des entreprises, on sait qu'elles n'investissent pas beaucoup. Elles ont un outil qui est vraiment obsolète et tout. On sait qu'elles auront des marges plus faibles et tout. Donc, le dividende va baisser. On les élimine de notre sélection, etc., etc. Et on garde les titres qui ont le potentiel, qui vont distribuer des dividendes qui nous permettent d'avoir le dividend yield ou qui nous permettent d'avoir une politique de dividendes constante, cohérente, qui nous permet d'avoir ce qu'on recherche. Et c'est celle-là qu'on garde. Une entreprise, on sait qu'elle est dans une bonne dynamique, aura tendance à avoir son dividende augmenté. Voilà, etc., etc. On a éliminé toutes celles, on sait que le dividende sera moins intéressant et on garde celles dont le potentiel de dividende sera intéressant et c'est celle-là qu'on garde. Maintenant, une fois qu'on a fait cette étape qui est la plus grosse d'analyse, on se dit, mais il y a une autre étape, à combien j'achète ça? À quel prix j'achète? C'est la prochaine étape. À quel prix j'achète? Mais là, je dis, on va faire deux méthodes. Soit, je vais prendre une méthode simple, une méthode d'évaluation simple qu'on aime bien faire. C'est du quick, c'est rapide, c'est simple, c'est le dividende qu'on prend, qu'on projette ce dividende-là. Parce que, comme je vous ai dit encore, à travers, par exemple, quand on a analysé, on sait plus ou moins la dynamique de l'entreprise, plus ou moins le résultat net qu'elle fera
et comment historiquement il distribue. Donc, on imagine le futur dividende qu'on divise par 1 plus, bon, ça, c'est des calculs un peu savants, 1 plus taux de croissance à l'infini divisé par le taux d'actualisation moins le taux de croissance à l'infini. Mais je vais faire simple. On va se dire que notre taux d'actualisation, en réalité, on le détermine par des méthodes d'évaluation des actifs financiers, le MEDAF. On ne va même pas rentrer dedans. On va assumer que, par exemple, nous, c'est du 10% qu'on cherche comme taux d'actualisation. Maintenant, le taux de croissance à l'infini, comment on le détermine? Mais je vous donne une méthode très simple. C'est le maximum entre le taux d'inflation et la partie du 1 moins le payout fois le ROI, historique récurrent. Je vais vous dire c'est quoi le ROI. Je reviens rapidement pour voir. Sur les rentabilités. Les rentabilités qu'on va déterminer, on va déterminer une rentabilité qu'on appelle une rentabilité de l'actif économique, qu'on dit ROCE, pour Return on Capital Engaged, qui est le résultat d'exploitation. On va faire simple, le résultat d'exploitation qu'on divise sur l'actif économique. On va faire simple. Et le ROI, on le calcule beaucoup plus simplement aussi. Le Return on Equity, c'est la rentabilité financière, c'est le résultat net qu'on divise sur les capitaux propres. Parce que les capitaux propres, c'est l'argent des actionnaire. L'argent des actionnaires t'a donné quoi comme résultat net? Donc, résultat net divisé par l'argent des actionnaires, ça te donne ce qu'on appelle le ROI, la rentabilité financière. Voilà. Donc, on reste sur cette rentabilité financière. Donc, le ROI qu'on a calculé, résultat net sur capitaux propres, de façon historique et récurrente, ça va tourner autour d'un certain montant. Par exemple, je ne sais pas, je prends certaines entreprises financières, elles ont des ROI dans notre zone qui tournent autour de 20 à 25, voilà, on a dit 20 à 25%. Et donc, on sait qu'en moyenne, c'est du 20 à 25%. Donc, on va faire 1 moins le payout, c'est la partie du dividende qu'on distribue. Je vous ai dit, on calculait le dividende distribué total sur le résultat net et on a ce qu'on appelle le payout. Donc, si l'entreprise a l'habitude de distribuer 60% de son résultat net, son payout, c'est de 60. 1 moins les 60, ça fait 40. C'est la partie non distribuée qu'on multiplie par le ROI, comme je vous l'avais dit, qui est le résultat net sur les capitaux propres historiques. Quelqu'un a son micro activé, il peut le désactiver, s'il vous plaît. Voilà. Donc, 1 sur ce 1 moins le payout fois le ROI, et ça nous donne un taux. Et donc, le maximum entre l'inflation et ce taux-là pourra être considéré comme le taux de croissance à l'infini. Donc, une fois qu'on a cela, on a pris le dividende de l'année connue fois 1 plus le taux de croissance à l'infini qu'on a trouvé, qu'on divise par le taux d'actualisation, comme j'ai dit, assumons 10%, moins ce taux de croissance à l'infini, et ça nous donne un prix théorique qui nous permet de comparer ce prix théorique-là. Ça, c'est une méthode. La seconde méthode qu'on va faire, c'est une méthode de comparable boursier. On sait que l'entreprise est dans un secteur, dans le secteur, elle cote, je ne sais pas, 10 fois ses résultats nets. On fait ce qu'on appelle le price earning ratio. On fait 10 fois ce bénéfice par action, là, ce bénéfice net par action pour avoir le prix, etc. etc. Donc, soit surtout sur des valeurs comme dans l'assurance, comme dans les valeurs financières, les banques et tout, et on regarde beaucoup le price to book, le prix sur les capitaux propres, peut être autour de 1, autour de 2, etc. Et donc, on trouve des comparables et on prend ces ratios qu'on a calculés pour les mettre sur les agrégats de notre entreprise qui nous permet de trouver une valeur de l'entreprise. Et donc, avec la méthode des dividendes qu'on a fait, avec la méthode des comparables, on voit plus ou moins le range dans lequel les prix devraient être. Et comme je dis, ça, c'est des méthodes pour des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise avec l'évaluation de société. Pour ceux qui ne sont pas plus à l'aise avec l'évaluation de société, j'ai une méthode pour vous et c'est celle-là que je veux vous présenter aujourd'hui parce que l'autre est beaucoup plus pour les sachants.
je conviens avec vous que ça demande un peu plus d'expertise pour pouvoir le faire. Mais pour ceux qui ne sont pas les sachants, il y a un truc simple qu'il faut faire. Il faut regarder un peu sur une période de 6, si on est dans une dynamique de changement, de fort changement, par exemple, dans une dynamique soit de fort hausse du marché, on a dit 6 mois, c'est suffisant. Si dans un marché relativement stable, 12 mois, ça nous permet de voir c'est quoi le minimum et le maximum de prix et de voir entre le minimum et le maximum si le prix actuel est dans cette frange. S'il est dans cette tranche-là, il est plus vers le maximum historique ou plus vers le minimum historique. Et dépendamment de ça, on se dit que le prix est bon. Ça, c'est la petite méthode voilà, qui est moins sachante, mais qui peut donner des résultats qui sont... Donc, on va sélectionner les titres qui ont les prix qui sont en dessous de notre fourchette de valorisation qu'on a déterminée à travers les minimums ou les... Et on se dit que le prix est acceptable. Et là, ça sera un signal d'achat. Parce qu'une fois qu'on a sélectionné nos titres, on utilise les titres naturellement. On regarde à chaque fois les périodes, comment le cours évolue. Est-ce qu'il est dans la tranche des prix qu'on a déterminés? Et quand il est dans la tranche acceptable, ben, on achète en ce moment. Voilà, rapidement exposé en 4 étapes comment sélectionner les titres qui demandent, comme j'ai dit, un suivi, qui demande beaucoup de logique et qui nous permet d'investir à long terme. Comme je dis encore une fois, ce n'est pas du trading, c'est de l'investissement. Parce qu'il faut faire quand même la différence entre le trading et l'investissement, entre celui qui est là pour des horizons de court terme et ce que je ne conseille pas à titre personnel dans l'investissement boursier. Quoique c'est un investissement qui doit être fait par des professionnels, quand il y a un investissement de court terme et celui qui est très spéculatif, naturellement, plus il est spéculatif, plus il est risqué. Donc, il vaut mieux qu'il soit fait par des professionnels. Sinon, moi, ce que je conseille pour des personnes lambda, c'est d'investir vraiment, avoir un horizon long terme et de gagner des dividendes à chaque fois qui nous permet de gagner de l'argent. Je vais vous donner à titre d'exemple, si une entreprise, si avec mon portefeuille, j'arrive à avoir des entreprises qui me donnent des rendements de l'ordre de 8 voire 10% net, naturellement, comme je vous ai dit dès le départ, donc il faut réfléchir après fiscalité, que je compare à cette même argent si j'avais déposé sur un compte d'épargne qui me donnait du 3,50 brut, vous voyez tout de suite que j'ai gagné de l'argent. Donc voilà un peu ce que j'aimerais partager avec vous sur comment on sélectionne des titres, comment on investit en bourse et qui nous permet de gagner de l'argent à long terme. Et l'autre conseil que je disais, c'est qu'il faut investir de façon très récurrente. De l'argent, naturellement, qu'on n'en a pas besoin à court terme. Si on a un programme, un plan d'investissement, j'épargne par exemple, je ne sais pas, 10% ou 5% de mes revenus chaque mois que je mets pour pouvoir investir en bourse sur le long terme. Je connais des personnes qui, à long terme, ont gagné beaucoup d'argent, des personnes qui, à leur retraite, vivent de dividendes parce que pendant tout leur parcours, elles investissaient de façon récurrente, fréquente, sur des titres qui donnaient de bons dividendes, qui, à chaque fois, quand elles voyaient que la situation de l'entreprise se dégradait, elles essayaient d'anticiper, elles n'attendaient pas de voir que les choses arrivent pour pouvoir sortir des positions et mettre de l'argent et mettre ce gain-là sur d'autres titres qui montaient. Voilà, c'est de la logique, c'est du bon sens. Quand on fait ça de façon fréquente, l'exercice que je vous ai montré, on essaie de prévoir le futur. Et quand on voit que les choses se dégradent, on sort avant que la chose ne se dégrade parce que nous, on a prévu. On a vu dans la dynamique que, oui, les marges commençaient à devenir faibles d'année en année ou de publication en publication. On voyait que l'entreprise n'était pas dans une dynamique, n'était pas dans un positionnement de leader, ne pouvait pas mettre ses coûts dans ses prix de vente, etc., etc. Donc, on a anticipé, on sort de ces titres-là. On s'en va prendre des titres qui sont dans une meilleure dynamique, etc., etc. Voilà comment on suit son portefeuille à travers le temps, à travers ce long terme, et à la fin, on peut vivre naturellement et aisément de nos dividendes.
Je vous remercie et je suis tout de suite pour les questions. Attendez, je vais commencer à regarder. Bonjour, est-il possible d'avoir le PD? Bonjour. Merci beaucoup, Marc. Nice, Marc. Merci beaucoup, Marc. Bonjour, ne peut pas S'il y a des questions, je suis tout ouvert. Merci infiniment, Marc, pour cet exposé qui nous a été proposé en 4 étapes. Ces 4 étapes, succinctement, on va dire, nous a permis de comprendre que l'analyse est quelque chose de très, très important lorsqu'on veut sélectionner des titres sur lesquels investir et qu'il faut savoir justement aussi les états financiers de ces entreprises et respecter un certain nombre de choses. Merci infiniment. Je pense que cet exposé nous a permis de comprendre un peu plus ce que nous devons faire dans ce cas d'urgence. Alors, du coup, nous souhaitons justement savoir si des personnes ici souhaiteraient poser des questions pour approfondir leur compréhension de ce sujet. Soit vous pouvez activer votre micro maintenant et poser la question. Levez d'abord la main pour que nous, on puisse vous interroger et puis vous allez poser votre question, ou bien l'écrire dans le chat pour que nous puissions les lire et répondre directement. Merci infiniment. Alors, en attendant que les questions arrivent, je suppose qu'il n'y en a pas actuellement parce que ça a été très digeste, je suppose. Je vais vous présenter le siège, donc les caisses de retraite, les établissements financiers sur les questions du risk management. Donc, nous sommes spécialisés sur tout ce qui est risque de crédit et de contrepartie, risque de marché, ALM et risque de liquidité, le risque opérationnel et la compliance. Et nous implémentons aussi nous implémentons justement de nouveaux systèmes dans les banques en ce qui concerne tout ce qui est risque et gestion de risque, de la gouvernance aussi. Donc, nous sommes basés à Abidjan, à Casablanca et à Paris. Et nous nous accompagnons depuis le bureau Afrique subsaharienne, donc, qui est à Abidjan, pardon, accompagne depuis cette année pas mal d'entreprises, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Sénégal, sur tout ce qui est risk management. Nous organisons des formations mensuellement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin justement de savoir comment est-ce qu'on peut vous accompagner. Les questions, nous les attendons toujours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Il y a une question. OK. Alors, merci infiniment, Marc, pour cette présentation. Je voudrais savoir si l'analyse technique ou graphique est importante dans la prise de décision. Merci. Ça vient de Ahmed Oudou. Merci, Ahmed. Merci, Ahmed, pour ta question. Et je vais te montrer ce que j'ai réduit dans l'analyse technique dont tu parles. Je l'ai faite à partir de ça. Quand je parlais de regarder un peu les max, les min, etc., de voir les moyens. Parce que c'est quoi le but de l'analyse technique finalement? À travers toutes ces figures et à travers des indicateurs qui permettent de savoir est-ce qu'on est dans le maximum, dans le minimum, est-ce qu'on est à travers les MACD, etc., etc. Ce sont des indicateurs très mathématiques, très savants. Je n'ai pas voulu les mettre ici, mais ça te permet de savoir dans quel range on est, au fait, avec ces indicateurs-là. On regarde toutes ces techniques, mais les indicateurs te permettent de savoir dans quel range on est, dans ces minimums et ces maximums. Et on voit si on est dans une période de surchauffe ou de moins, de pas chauffe. Donc, tout ça revient. Au fait, c'est des indicateurs beaucoup plus performants pour savoir déterminer le minimum et le max à travers une certaine période donnée. Oui, on peut utiliser l'analyse technique, c'est surtout pour des personnes qui sont aguerries et pour savoir à quel moment se positionner dans le signal d'achat. Il faut toujours coupler pour un investisseur avec de l'analyse fondamentale. Maintenant, pour les spéculateurs, comme je disais tout de suite, qui sont dans le trading, eux, ils cherchent à gagner. Donc, ils vont vite, ils sont très rapides, ils regardent l'analyse technique pour prendre des décisions très rapides. Ils ont des positions de court terme, hein, de fois 3 jours, 4 jours, 1 jour, et de fois même de quelques heures. Donc, ils utilisent uniquement l'analyse technique
pour aller très rapidement ou prendre des décisions. C'est utilisé principalement pour les spéculateurs et les traders, comme je disais. Et nous, qui sommes investisseurs, on le coupe toujours par l'analyse fondamentale que je viens de vous montrer. Et on utilise l'analyse technique pour faire nos signaux d'achat ou nos signaux de vente qu'on a atteint le maximum potentiel qu'on pense avoir atteint. Je n'y ai pas parlé parce que c'est des méthodes pour professionnels, je dis en général. C'est des méthodes pour professionnels et je n'ai pas voulu. Sinon, voilà. C'est cette petite partie d'analyse technique-là qui est revenue de façon beaucoup plus light et beaucoup plus cohérente, en fait. J'espère que je t'ai répondu, Armel. Merci infiniment, Marc. Je pense qu'on a une deuxième question qui vient de Kadi Diatou. Voilà. Bonjour, vous avez parlé de méthodes comparables, mais au niveau de la BRVM, les sociétés qui font partie du même secteur et qui ont les mêmes caractéristiques ne sont donc pas nombreuses. Donc, par exemple, pour Sonatel, voilà. Donc, par exemple, pour Sonatel, à quelle société vous l'associez pour la méthode comparable? À Onatel. Merci, Kadi. Pardon? Je dis merci à Kadi pour sa précision. Sonatel est incomparable à la bourse qui est Onatel, qui est Move Burkina Faso. Donc, Sonatel qui est Orange au Sénégal, mais qui est présent aussi au Mali, en Sierra Leone, etc., a un comparable qui est Move Burkina Faso, qui est sur la place. Mais au-delà, quand on n'a pas toujours des comparables, on a quand même l'analyse fondamentale qui reste. Et on peut regarder les dynamiques de ces entreprises-là aux autres entreprises qui sont dans le même secteur et qui ne sont pas cotées si on a l'information. Si on a l'information, parce qu'on n'a pas toujours l'information. Il y a certaines entreprises qui publient dans les bulletins, dans les journaux à grand tirage dans les pays. Donc, il faut être curieux, en fait. Tout est question de curiosité. Et donc, quand ils publient dans les... Moi, j'ai un truc que je fais depuis des années également. Quand je prends des entreprises qui publient et tout, je prends l'information, je le stocke quelque part. J'ai un dossier où je stocke toutes les publications et tout pour pouvoir après faire mes marges, pour pouvoir comparer un peu avec les entreprises du secteur, parce qu'il y a des secteurs où on ne publie pas, malheureusement, où il y a des secteurs où il n'y a pas de comparable, comme on a dit. Si on n'a pas de comparable, on ne peut pas faire mieux que, voilà, on peut pas faire mieux que ce qu'on a. On va utiliser les méthodes intrinsèques, on va utiliser les méthodes voilà, donc de dividende discounted cash flow ou des méthodes dont je n'ai pas parlé ici, mais il y a d'autres méthodes. Hein. Comme je disais encore, si vous remarquez, il y a des comparables transactionnels, il y a une transaction qui s'est faite. Quand on comprend et on a l'information, on peut utiliser les comparables pour valoriser sur les marchés. Mais attention, il faut savoir que quand on a des comparables transactionnels, en général, il y a des prix, il y a ce qu'on appelle une prime de majoritaire en général. Donc, sur le marché, on va te dire, bon, je vais très rapidement, ça tourne entre 20 et 30% les primes de majoritaire. Mais il y a des façons de le faire sur les marchés internationaux. Ils essaient de voir toutes les transactions majoritaires qui ont été faites historiquement, surtout sur les marchés cotés, et on voit la prime qu'ils ont donnée comparément au dernier cours connu avant l'annonce de cette acquisition majoritaire-là, et ils font une moyenne, et vous verrez, ça tourne entre 20 et 30% en général, les primes majoritaires. Donc, il faut faire une petite correction pour pouvoir faire son comparatif sur le titre boursier. Parce que sur les titres boursiers, bon, on achète pour des petits montants, 100 000, 1 million, 2 millions, 20 millions. Alors que sur des comparables transactionnels, des fois, c'est sur des montants 20 milliards, 40 milliards. Naturellement, la dynamique n'est pas la même. Donc, il faut pouvoir corriger ces choses. Dans l'espoir d'avoir éclairé. Je pense que nous avons une deuxième question. Que pensez-vous de la vague des traders qui fusent de partout aujourd'hui et quels sont les manques à gagner en matière d'épargne potentielle? Qu'est-ce que je pense de la vague des traders qui fusent partout? Je vais être un peu méchant. Je trouve qu'il y a beaucoup qui ne sont pas professionnels. Et donc, comme j'ai dit au départ, il faut toujours se référer à des professionnels agréés. Voilà, j'ai été un peu méchant, mais beaucoup ne sont pas professionnels. Et il faut toujours se référer à des professionnels agréés. Il y a maintenant beaucoup d'arnaques également. Je ne dis pas que tous font de l'arnaque, c'est parce que ce n'est pas mon propos. Mais bon, comme je n'ai pas vérifié pour tout le monde, mais il y a beaucoup d'arnaques qui se font derrière ces choses-là. Il faut faire très attention. Il faut
toujours chez un professionnel agréé pour parler d'investissement, que ce soit en bourse, que ce soit sur des instruments qui ne sont pas, parce que les instruments, tout ça, il faut qu'ils soient régulés. Ils seront régulés, on a un marché qui est régulé avec un régulateur, etc. Il faut prendre toujours le conseil de professionnels agréés et uniquement le conseil de professionnels agréés. Maintenant, on dit quel est le manque à gagner sur l'épargne potentielle. Oh, le manque à gagner, bon, je vais prendre un exemple qui n'est peut-être pas des traders et tout. On a vu à un certain moment, et c'est un peu partout dans nos pays, hein, des sociétés qui viennent, qui vous promettent des investissements avec des rendements qui sont impossibles à avoir, même avec la drogue ou même avec, je ne sais pas ce que vous pensez, des rendements de l'ordre de 1000, 2000, voire 10 000%. C'est impossible. Ça n'existe pas. Je ne sais pas quel est ce business qui vous donne des rendements comparables. Malheureusement, c'est de l'arnaque. Et beaucoup ont donné leur épargne, ils ont donné leur argent à ces personnes et ces personnes ont disparu un matin avec leur argent, ils ont tout perdu. Donc, oui, quelles sont les conséquences sur l'épargne? Mais ben ouais, sur l'épargne, les conséquences sont qu'il y a beaucoup qui partent avec leur argent et puis voilà. C'est bon. J'espère avoir. Merci, Marc. Je pense qu'on a encore une autre question. Bonjour à tous. Merci pour ce partage. Pour un novice qui souhaite faire ses premières acquisitions, vous lui conseillez de miser beaucoup dès le départ ou de prendre le temps. Et ça vient de Bassolé. Oui, Bassolé, pour quelqu'un qui est novice, le premier conseil, c'est de se rapprocher d'un professionnel agréé. Ça, c'est le premier conseil que je lui donne. Le deuxième conseil, c'est de comprendre lui-même sa personnalité. Est-ce qu'il est prêt à prendre des risques ou pas? Je vais partir de façon un peu plus générale. Quand on est jeune, on a un peu plus de chance ou tendance à prendre des risques et c'est un peu normal, on est jeune. Mais une personne qui est proche de la retraite, qui veut investir, je ne lui conseillerais pas de prendre des risques. Donc, je lui conseillerais d'investir sur des instruments qui lui permettent de prendre le moins de risques possible, de ne pas perdre son capital. Le jeune, il a encore plus de temps parce que, comme je dis, l'investissement boursier, c'est du long terme. Il s'en va un peu sur ses économies en misant, comme on a fait un peu l'exercice, sur des bons titres. Il est là pour longtemps. Voilà, il prend des risques un peu plus mesurés, mais bon, voilà, il peut prendre des risques. Mais je suis à 2 ans de la retraite. Je veux rentrer en bourse. Moi, ce que je conseillerais, c'est d'autres instruments. Par exemple, je leur conseillerais, surtout que si je ne suis pas très professionnel, je ne veux pas me casser la tête à réfléchir et tout, de partir voir des professionnels qui gèrent, des gestionnaires, des gérants de portefeuille, ou par exemple une société de gestion d'OPCVM, lui dit, moi, je ne veux pas risquer mon argent, même moi sur des instruments comme des FCP obligataires, moyen long terme, ou sur des instruments tels que des FCP monétaires, où je sais que je ne vais pas perdre gros. En général, mon capital est plus ou moins sécurisé et j'ai des rendements qui sont peut-être l'ordre de 4%, etc. Mais voilà, au moins j'ai des rendements, mais je ne prends pas de risque sur mon capital. Donc, dépendamment du profil des personnes, on peut les conseiller. Il existe des instruments financiers qui permettent de combler le besoin et le profil de chacun, de tout un chacun en fonction des risques qu'il est prêt à prendre pour son argent ou pas. Merci beaucoup, Marc. Il y a Ahmed qui pose encore une autre question. Il dit, ma seconde question est de savoir le degré d'impact des décisions de la BCAO, taux d'inflation sur le marché. Merci, Ahmed. Je t'apprécie beaucoup. Tu animes bien la plateforme avec tes bonnes questions, et comme toutes les questions d'ailleurs, qui sont bien. Oui, Ahmed, la décision de la BCAO impacte notre marché et peut-être pas vu à l'instant, mais nous, notre marché, il est beaucoup plus lent. Il réagit beaucoup plus lentement. Je vais te donner un exemple qui va te permettre de comprendre un peu. Quand il y a eu la COVID et que la BCAO a décidé de faire de l'argent bon marché, injection massive de liquidités, le taux de 2% qu'ils avaient mis pendant longtemps, ça a permis d'avoir énormément d'argent sur le marché. Et quand on a énormément d'argent et des taux faibles, on a l'argent gratuitement, quasi gratuit à 2%. Si vous avez remarqué l'incidence sur le marché boursier qui était en perte depuis des années, avec des indices depuis 2016 qui ne faisaient que baisser, 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 cette injection de liquidité massive-là a permis à la bourse de revenir à des niveaux positifs, à tirer la bourse à la hausse.
Pourquoi? Les taux étaient bas. Les investisseurs sont prêts à demander des rendements qui sont un peu plus faibles. Donc, a tendance à donner des prix beaucoup plus intéressants au marché et ça tire le marché par la hausse. Voilà un exemple de décision de la BCAO qui a été prise et qui a eu son impact sur le marché boursier. Ça prend du temps. Le mécanisme, on n'est pas comme dans les marchés occidentaux où ça se fait à la seconde parce que là-bas, les investisseurs, ils réfléchissent rapidement. Pas qu'ils réfléchissent mieux que nous, mais ils intègrent rapidement l'information. Nous, ça prend un peu plus de temps. Voilà, on prend un peu plus de temps. Donc, par exemple, cette hausse qu'on voit, cette inflation qu'on voit, aura tendance, avec la hausse des taux de la Banque centrale, avec l'argent qui va devenir de moins en moins facile, aura tendance à essouffler le marché boursier. Et on commence à voir, depuis le début de l'année, on est tout autour de l'indice composité, autour de 200 points, comme au début de l'année. Voilà, ça pas beaucoup. Donc, on sent l'essoufflement commencer à venir. Et je crains, et ça, c'est ma position, naturellement, que dans les années à venir ou l'année à venir, le marché recommence à baisser encore. Parce que ces décisions d'argent moins évidentes et moins faciles et que la hausse des taux impacte le marché. Et j'aimerais juste ajouter sur l'inflation, comme tu as mis en parenthèse l'inflation, l'inflation aussi impacte. Si tu regardes les sociétés en ce moment, les sociétés industrielles, tu verras qu'elles ont des marges qui sont en train de baisser. Elles vont avoir peut-être le chiffre d'affaires pour beaucoup qui augmente. Et on regarde tout de suite le résultat d'exploitation, il ne fait que baisser. Et il t'explique que c'est les coûts de production, etc., etc. Et de telle sorte que si elles ne font que baisser avec l'impact de l'inflation, les résultats nets qui seront moins bons, ces entreprises-là vont distribuer beaucoup moins de dividendes. Et elles seront moins attractives, on aura une tendance à les vendre à la baisse qui va tirer encore le marché à la baisse. Donc oui, ce sont des choses qui impactent notre marché. Et peu importe le marché à travers le monde, ça impacte, mais qui impacte sur les marchés occidentaux et les marchés beaucoup plus développés, l'impact est beaucoup plus direct, visible beaucoup plus rapidement. Sur nos marchés, l'impact il est beaucoup plus lent, il prend plus de temps à rentrer dans le marché, à quitter le monétaire là, pour rentrer dans le boursier. Merci infiniment, Marc. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Sinon, pour continuer la discussion, le webinaire va prendre fin dans 5 minutes. Mais pour continuer la discussion, nous avons mis un lien dans le chat. N'hésitez pas à rejoindre ce groupe où nous allons justement, Max s'y trouve, tout le monde s'y trouve, nous allons pouvoir continuer la discussion et discuter. Nous avons encore 5 minutes pour pouvoir prendre encore des questions. N'hésitez pas à les écrire ou à les poser directement. Merci beaucoup. Ok, vu qu'il n'y a plus de questions, Marc, je voudrais te demander de dire le mot de qu'est-ce qu'on doit retenir de ce point que nous avons eu ce matin et justement ton mot de fin et inviter aussi les gens à rejoindre ce groupe pour pouvoir justement, peut-être là maintenant ils n'ont pas de questions à poser, mais ils pourront en avoir. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce groupe-là et poser des questions où on pourra justement tout au long de la semaine pouvoir répondre et souvent en débattre sur des sujets concernant le marché boursier. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, d'abord, je tenais encore à remercier Ayman Inc. pour l'opportunité qui a été donnée et pour tout ce que tu fais encore une fois pour permettre aux uns aux autres de monter en compétences. Comme je dis, on a besoin de beaucoup plus de personnes expérimentées dans nos pays qui vont apporter de la valeur ajoutée, non seulement de façon individuelle, mais de façon collective. Parce qu'une personne qui se forme est une personne qui devient de plus en plus libre et qui apporte de la valeur ajoutée pour son économie. Pour retenir, ce qu'on va retenir de passer à l'action, déjà, je reviens sur certains disclaimers encore que j'ai fait, notamment approcher le professionnel agréé pour plus d'informations et pour passer pour des investissements en bourse. L'autre, c'est de savoir qu'il y a toujours risque et va avec rendement. Et rendement avec risque, on ne peut les dissocier. C'est un mariage qui ne peut avoir de divorce. Il faut aussi diversifier son portefeuille. Certes, on sélectionne les valeurs qui nous donnent le rendement, mais il faut diversifier parce qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et enfin,
pour dire que, comme dans toute chose, c'est beaucoup de bon sens, c'est beaucoup de logique. Au-delà des calculs savants de certaines personnes, il faut partir sur de logique, il faut retourner aux bases. C'est beaucoup de bon sens et beaucoup de logique qui nous permettent de prendre des bonnes décisions. En tout cas, j'espère pour ma part que j'ai essayé de vous éclairer et je serai ravi de continuer la discussion, l'échange sur le groupe qui a été fait. Et donc, n'hésitez pas à l'intégrer et à poursuivre la discussion après. Merci. Alors, il y a Fadi qui a dit que le lien ne marchait pas. Là, je vais le remettre. Je remets le lien pour que vous puissiez… voilà, je pense que ça, c'est bon maintenant. Donc, vous pouvez cliquer sur ce lien et puis normalement, ça devrait être bon. Je pourrais confirmer. OK, c'est bon. Je pense que voilà. Donc, merci infiniment, Marc. Merci beaucoup pour ce moment que nous avons passé ensemble. Je pense que les uns et les autres ont pu saisir le marché boursier aujourd'hui, comment est-ce qu'il faudrait justement le voir, comment est-ce qu'il faudrait y investir et s'y investir soi-même et quels sont les avantages et les inconvénients. Je pense qu'on pourrait, à travers ce groupe-là, continuer la discussion, donc je laisserai le chat un peu plus ouvert. Je remercie chacune des personnes. Nous avons atteint un pic de 39 personnes pour un samedi. Je sais que vous avez vos activités familiales et autres, mais pour un samedi, atteindre ce pic-là, je pense que c'était une belle performance. Le replay sera disponible sur notre page YouTube. Donc, on va vous le partager justement en lien par mail pour que vous puissiez aussi le diffuser auprès de vos différentes communautés afin de pouvoir resuivre ce webinaire. Donc, je vous remercie chacun. Ici, je remercie encore Marc pour ce beau travail que tu as fait, pour ces explications et justement pour les réponses aux questions qui nous ont permis d'en savoir un peu plus. Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée, un très bon samedi et bien sûr un très bon lundi de reprise. Merci à tous. N'hésitez pas à cliquer sur le lien. Il est juste là encore. Je le recopie pour ceux qui n'ont pas, pour que vous puissiez justement cliquer. Merci beaucoup.